Salut à tous, bienvenue sur le JDF, le journal du fight, épisode 1. Je suis avec Guillaume Pelletier, manager de la Bulgarien Top Team. Guillaume, est-ce que ça va? Ça va très très bien. Merci à toi pour l'invitation, Kevin. Je suis ravi d'être ici. Ça va être vraiment cool. Écoute, merci à toi d'être présent pour m'accompagner pour ces épisodes. Donc, avant de commencer, est-ce que tu voudrais ajouter un mot Écoute, allons-y, passons à l'actualité du MMA. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu Ares, le dernier qui est passé, Ares 6, le prochain. Performance de Benoît Saint-Denis. Il y a tellement de sujets que là, on va être occupé pour une bonne partie de la soirée. Là. Allez, let's go, je lance le générique. L'événement qui a eu le 20 mai, l'Ares 6. Donc, plusieurs combattants de la Bulgarian Top Team qui ont performé là-bas. On va commencer par celle de Yann Enti. Ouais. Yann Enti, malheureusement, on fait une défaite avec Yann Enti. C'est un sujet important et intéressant à discuter. C'est un ancien combattant de l'UFC et qui, à la suite de son combat perdu par TKO, m'envoie un message en me disant « Est-ce qu'on peut s'appeler ?» On s'appelle et il me dit d'une façon très touchante « Écoute Guillaume, il faut se rendre à l'évidence. J'ai plus le niveau que j'avais avant, j'ai plus l'envie, j'ai plus la niaque, j'y arrive plus. C'est le temps pour moi de me retirer, quoi, tu vois. » Donc j'ai beaucoup respecté sa décision parce que tu sais, le moment de la retraite, c'est toujours un sujet tabou, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut essayer de continuer? Lui a senti qu'un truc s'était brisé en lui, donc il a préféré arrêter et je respecte fortement et je lui souhaite tout le bonheur du monde pour la suite de sa vie, du coup, d'homme et de père de famille. Donc voilà, défaite de Yann Enti, effectivement. On lui souhaite en tout cas bon courage pour la retraite. On va passer à Azilder Badouev. Ouais. Azilder Badouev qui nous fait une prestation absolument incroyable. J'en veux pour preuve, il prend le bonus de 10K d'agressivité de la soirée. C'est un très bon combattant. Il s'entraîne donc à Nantes, dans le même gym que Amin Ayoub et Abdul Abdouragimov. C'est toute cette même équipe en fait des Nantais, le gang des Nantais. Et voilà, très très bon combattant, très méconnu pour l'instant du circuit français parce que il a très peu combattu en France et surtout dans des organisations qui pouvaient le mettre en valeur aux yeux des Français. Mais ça vient petit à petit. Il a vachement impressionné. Il a pris un gars qui était à 4-0, invaincu de la Chapa. Et j'ai envie de dire, démonstration, que ce soit en termes de pied-point. Voilà, très rapidement, il y a eu un petit passage au sol où il lui place le Dars. Gros combattant qui sait tout faire, très agressif, vraiment à surveiller. Vraiment à surveiller dans les mois à venir. Ça pourrait être un des grands noms du MMA français. Donc, Azilder à surveiller pour les prochains. Est-ce qu'on pourrait le revoir sur Ares, étant donné... Bien sûr. Alors en fait, c'est un combattant de la Bulgarian Top Team qui est managé par mon collègue, confrère, ami JB. Donc JB l'a signé en contrat chez Ares. Donc bien sûr, on va le revoir. Et je pense que Ares a vraiment envie de le revoir. On va passer chez les femmes. On avait Alexandra Tekena. Alexandra, c'est la petite pépite, la petite merveille. Découverte lors du camp de la BTT. Donc ça, c'est vraiment top et c'est une grande réussite et c'est la raison pourquoi on organise les camps. Donc c'est une jeune fille qui a débarqué sans rien dire au camp de la BTT. Elle s'est juste inscrite. Elle est venue. Elle a tourné avec les mecs. Elle a couché des mecs. Elle est absolument incroyable en fait. C'est en même temps une grande bagarreuse et en même temps une athlète hyper technique. En fait, c'est un gros mélange de tout. Très certainement aussi dû à son entourage. Elle est à la NR Fight, coachée par Johnny, un grand technicien. Donc voilà, Alex nous fait du Alex. J'ai vu dans un autre podcast que c'était quasi officiel, donc je pense que je peux maintenant, moi, l'officialiser. Elle combattra pour la ceinture d'Ares le 2 septembre. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Et elle mérite.
super. Et donc, on va passer au co-main event. On avait aussi Hugo Guillon, Ouais, en justement, combien. Jackie Jeanne. Ouais. Ouais, Hugo Guillon, bah, pareil, en fait, c'est un combattant qui est venu donc l'année dernière au camp de la Bulgarian Top Team. Donc c'est vraiment là où je suis très très fier de la façon dont on organise les camps et comme quoi on arrive vraiment à sortir des pépites du camp. Malheureusement, c'est une défaite pour Hugo, mais je crois que tout le monde a vu le combat et la physionomie du combat. Donc c'est Fight of the Night, encore un bonus. Grosse prestation d'Hugo qui sait tout faire. Mais il a eu une petite, j'en ai parlé avec lui en off, en fait, en privé. Il a eu une petite défaillance physique, en fait. En fait, c'est un peu comme s'il s'était éteint. Son corps s'est éteint, plus de force, plus rien, en fait. Même pas la possibilité de se repositionner, de défendre le grand endpoint qui était en train d'asséner, pardon, Jackie Chan. Et pour le coup, ouais, vraiment impressionnant. Jackie, vraiment très, très, très impressionnant parce que, bon, s'il avait fait ça qu'une fois encore, on pourrait dire que c'est un coup de chance, mais là, pour le coup, il vient de confirmer. C'est un combattant dangereux à considérer dans la division. Mais si on a l'opportunité, j'aimerais bien refaire le combat. Si on peut faire un rematch, je serais heureux de le faire parce que je pense que la fin aurait pu être tout autre et aurait dû. Eh ben, c'est un combat qu'on aimerait bien revoir aussi. Ça serait vraiment bien qu'il se représente. On va passer à Mustafa Aïda aussi, un combat qui a fait énormément parler sur les réseaux aussi. Alors, pour remettre un peu en place la petite histoire, on a Monsieur Fernand Lopez qui, sur un podcast, a demandé que Mustafa Aïda soit un peu plus présent sur les réseaux, ce qu'il a assumé qu'il ne faisait pas beaucoup, et notamment qu'à la fin de son combat, s'il gagne, il demande le champion à Arès, Taylor Lapillus. Donc, chose qui a été faite. Belle victoire, très très beau combat. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du combat et notamment du call-out à la fin? Et est-ce qu'on va avoir un combat avec Taylor? Alors le combat dans sa globalité, j'ai vraiment adoré parce que je connais très très bien Mustapha, d'ailleurs qui est venu chez moi aussi en Bulgarie. On a d'ailleurs tourné ensemble. Je le manage maintenant depuis des années, depuis ses débuts. J'ai adoré parce qu'en fait, pour le coup, on attendait son adversaire dans un autre domaine. On attendait vraiment à ce qu'il se colle et à ce qu'il cherche le sol coûte que coûte. Et finalement, en fait, grosse surprise, Léopold, bon petit boxeur, hyper agressif, donc grosse surprise sur la physionomie du combat. Et en fait, là, Mustapha a montré des choses différentes, qu'il savait faire autre chose que de boxer. Et pour le coup, en fait, il a fait tout le contraire de ce qu'il fait d'habitude. Là, c'est vraiment lui, en fait, qui a collé, qui a lutté, qui a pris tous les points et le temps du cage control, qui a effectué les amenées au sol. J'ai vraiment aimé en fait voir Mustapha dans un autre registre, autre que celui de simple boxeur qui défend les amenées au sol. Donc ça, c'était vraiment cool. Mais tu vois comme quoi parfois en fait on part sur une stratégie de combat et qui s'avère pas payante parce que pour le coup on s'attendait pas du tout à ce type de combat avec cet adversaire. Donc rien que pour ça, je suis ravi de la prestation de Mustapha et de son coin aussi, hein, de son coach SB, bah, en fait, qui est à l'image de Mustapha, pour répondre à ta question, c'est une team qui ne communique pas beaucoup, qui ne parle pas beaucoup, mais qui bosse très très dur. SB, son grand frère, c'est un très grand coach, mais tu sais, comme il n'est pas très actif sur les réseaux, du coup, voilà, personne n'en parle. Mais, euh, mais voilà, je suis ravi de la façon dont ils ont gagné et du travail de toute l'équipe. En ce qui concerne le call-out de Mustapha, bah en fait, ouais, il a tout dit lors des interviews. C'est un gars qui préfère se concentrer sur les entraînements. C'est quelqu'un de très discret. Et je ne peux pas lui en vouloir pour ça, parce qu'il y a trop de combattants en fait que moi je dispute, parce qu'ils cherchent trop la lumière avant la performance. Tu vois, moi je pense qu'il faut performer et après la lumière en fait va venir toute seule. Tu vois, donc pour le coup c'est vraiment ce qu'il a fait. Il a gagné avec la manière. Et il fait ce call-out à la fin où il dit à Fernand Lopez, si vous vous arrangez avec mon manager, on fait le combat. Donc pour l'instant, la situation est ici. Moi, je n'ai eu aucune nouvelle. Donc je suis là, mon téléphone est allumé, il fonctionne très bien, j'attends un appel. Donc voilà. Affaire à suivre. On Affaire à va suivre. passer à l'YFC. Ouais.
Donc, pas mal de choses à dire sur l'événement qu'il y a eu avec Rouskov Domingos en main event. Donc, YFC, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette organisation? Alors en fait, YFC, donc la personne qui se cache derrière, c'est donc Ibra TV. J'étais un peu ignare sur le sujet il y a encore quelques mois parce que bon voilà, vivant à l'étranger, je m'intéresse pas forcément à ce qui se fait en France et je suis pas non plus très actif sur les réseaux, sur YouTube et compagnie. Donc je me suis intéressé à mon interlocuteur parce que c'est lui qui m'a contacté du coup pour gérer les fight cards d'YFC. Et voilà, après beaucoup d'échanges avec lui, avec son frère, avec toute la team, j'ai été convaincu, si c'est le bon mot, que c'était une orga en devenir, qui avait des projets sur le très long terme, des gars qui me paraissaient sérieux. Et en fait, j'ai eu confirmation lors de l'événement, c'est sérieux, c'est carré. Ça a été, comment dirais-je, en association avec l'European Beatdown, l'équipe de Belgique, qui fait aussi un excellent travail. Donc j'ai envie de dire que l'association des deux, ça a été vraiment une grande réussite, ça a été une belle petite salle. Malgré le peu de temps, on a réussi à faire, je pense, une belle petite fight card avec beaucoup, en fait, là où c'était la particularité, beaucoup de débuts pro, des débutants qui passaient pro pour le coup. Et malgré tout, les oppositions étaient très équilibrées et on a vu un très joli show. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Et prochain événement, la date n'a pas encore été rendue officielle, mais ce sera début juillet. Donc comme quoi, c'est vraiment une organisation en devenir qui va organiser quasiment tous les mois maintenant. C'est super, c'est super. Et est-ce qu'on a des noms de combattants signés sur cette organisation ou pas encore? C'est en travail, c'est en cours. Là, je suis en plein dessus, je suis en train de travailler sur la fight card. Donc, dans quelques jours, on aura quelques noms qui vont sortir. Mais si on arrive à faire une fight card à l'image de la dernière, je serais très content. Rien que le fait d'avoir mis Rouskov sur la carte, ça a été quelque chose de beau. Hein. Rouskov, c'est quelqu'un qui a battu Bigfoot, Silva. C'est quelqu'un qui combat en bare knuckle, qui va recombattre en bare knuckle ce mois-ci d'ailleurs. Et donc voilà, c'était une belle carte. C'était une belle carte, c'était un bel événement. On remet ça dans 3 semaines et j'ai vraiment hâte. Super. Ben, en tout cas, on va suivre ça de près. On va venir à une autre actualité. Un combattant aussi qui vient de remporter sa première victoire à l'UFC. On va parler de Benoît Saint-Denis, BCD, donc qui faisait ses débuts en poids léger face à Niklas Stolz. Exactement, Niklas Stolte. Donc un combattant allemand, solide. Très solide. Sur le papier. UFC Vegas 56. Donc Benoît Saint-Denis qui gagne par soumission au deuxième round. Ouais. Je suis juste obligé de te reprendre, c'est sur le nickname, c'est BSD. Il faut absolument que tout le monde l'appelle BSD, parce que tu m'as dit BCD, BSD. Et ça, c'est vraiment un nom à retenir parce que croyez-moi, Benoît, enfin, en fait, comme je le disais, je l'avais dit dans un podcast précédemment, j'avais dit, après son prochain combat, les gens au moins pourront juger Benoît à sa juste valeur. Pour moi, c'était très important. Je connais, moi, le potentiel de Benoît. J'avais envie que les gens, on ne peut pas dire le connaissent, mais l'aperçoivent. Et pour le coup, il a montré son potentiel et j'en suis ravi parce que pour moi, Benoît, c'est quelqu'un qui va aller extrêmement loin. C'est quelqu'un qui peut rentrer dans un futur sur le moyen terme dans le top de l'UFC. J'en suis convaincu, j'en suis persuadé. Son mental, incroyable. Voilà, il y a encore des petites erreurs. Il travaille avec son coach, avec Daniel Waurin, qui a le coup d'œil, qui lui fait travailler les choses à corriger. Mais une fois que tout ça va être corrigé, ouais, il fait très mal, Benoît. Comme je l'avais dit une fois, je pense que pour le battre, il faut rentrer dans la cage avec un fusil. En fait, je vois pas comment il pourrait perdre autrement. Donc ouais, combattant très solide, combattant voilà, qui enfin a la légitimité dont il mérite. Les gens enfin parlent de lui, les gens enfin ont apprécié son combat. Les gens enfin se sont rendus compte parce que c'est très dur de finir un combat à l'UFC. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de combats qui se terminent à la décision. Donc pour le coup, lui, finish. Après en fait une domination sans nom. En fait, hein. On peut vraiment considérer qu'il a roulé sur son adversaire. Hein. Son adversaire a ni eu le temps en fait, ni
ni la place de faire quelque chose. Donc pour le coup, on peut vraiment considérer qu'il y avait un très gros niveau d'écart entre les deux. Donc ça présage un excellent avenir pour Benoît Saint-Denis. J'allais te dire une petite alerte quand même sur la guillotine. Au round 1, est-ce qu'on peut faire une alerte quand même? Sincèrement, moi qui le connais, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, au niveau de la guillotine, il avait juste contrôlé le haut du corps. Moi, je sais que Benoît, si tu contrôles juste le haut du corps et que tu lui laisses le bas du corps, il va sortir. C'est impossible qu'il tape. C'est impossible, il va sortir. Donc voilà, il y a juste eu la frayeur en début de combat dû à sa fougue, en fait. Il faut vraiment qu'on contrôle ça. C'est sa fougue qui devient malheureusement légendaire. C'est quelqu'un qui veut en découdre. Et donc voilà, d'un côté, on aime ça, parce que c'est ça qui a créé son personnage. Mais de l'autre côté, il faut quand même qu'il fasse attention parce que ça a failli lui coûter très très cher. Sincèrement, dans d'autres organisations, il aurait été possible que le combat soit arrêté. Parce que pour le coup, la coupure était sérieuse, très très sérieuse. Et pourtant, Benoît n'a pas bougé quand on l'a vu prendre. On cherchait quel coup lui a mis parce qu'il a pas bronché, quoi. Vraiment très costaud. Je te rejoins sur ce que tu dis, il faut l'achever, Benoît. En tout cas, ça laisse ça hâte de le revoir. Ouais. Et en fin de combat, justement, quand on lui a passé le micro, il a annoncé justement qu'il serait éventuellement pas disponible pour l'UFC Paris. Il vise l'UFC London. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur sa situation? Alors en fait, je peux te dire en exclusivité donc que Benoît sera à l'UFC Paris dû au sérieux qu'il met dans sa carrière. C'est vrai que c'était un événement personnel énorme. Il se marie en fait à la fin du mois d'août. Donc c'était quasi impossible de jongler les deux, en fait, mariage plus combat, plus diète et plus préparation. Mais l'UFC a vraiment insisté pour l'avoir sur la carte de Paris. Et pour eux, ça prenait tout son sens. Et en fait, moi, je les comprends, tu vois. Encore une fois, ça reste du business. Benoît a fait une grosse prestation. C'était important qu'il soit sur la carte de Paris et qu'il fasse déplacer les foules pour venir le voir. Donc, ça prend tout son sens. Donc, Benoît sera sur la carte à Paris. Benoît va fêter modestement son mariage et pourra le fêter d'une façon un peu plus festive après sa victoire. On le souhaite tous le 3 septembre à l'UFC. En tout cas, on lui souhaite tout le bonheur pour son mariage et la victoire pour cette UFC Paris. On va passer maintenant à l'arrêt 7 qui va arriver le 25 juin, bientôt, avec pour main event Abdul vs Karl. D'autres combattants quand même de la Bulgarian Top Team. Ibram Hané. Ouais. Ibram Hané qui va prendre un gars solide, qui va prendre un Suisse de la team de Nelson Carvalho qui s'appelle la Fight Academy. Non. Ah, je sais plus. Bon, bref. J'espère que Nelson Carvalho me pardonnera d'écorcher. Fight Move. Voilà. D'écorcher son nom. Magomed Aishkanov, gros lutteur. Très très gros lutteur. Maintenant, on a accepté le combat avec le clan Mané, je dirais, donc tout son staff. Hein. Il faut savoir qu'il s'entraîne au MMA Factory, donc comme quoi l'entente est largement possible. Représenter, s'entraîner au MMA Factory et être managé par la VTT. Et donc avec son clan et avec Ibra, on a décidé de prendre ce combat. Ibra, il a une grosse défense de lutte. C'est quelqu'un de très athlétique et je crois en lui pour ce combat. Je crois vraiment en lui. Je crois qu'il peut créer la surprise. Je vois dans les statistiques au moment où je te parle que pour ce combat, il est donné archi challenger à 17%. Mais parce que les gens, je pense, ne le connaissent pas suffisamment. Moi qui le connais beaucoup plus, je peux te dire que ses chances de remporter ce combat sont bien plus élevées. Donc ça va être un combat à surveiller parce que ça pourrait être très explosif. Et on avait donc Damien Lapillus, VS Ilej Giron. D'ailleurs, je tenais à saluer le courage de Elias pour essayer d'avoir été combattre parce que il est blessé au genou, il me semble. C'est ça. Voilà.
Donc, le combat a été booké, il a été redéplacé et malheureusement, il ne pourra pas avoir lieu. Donc, vraiment, je tenais à lui envoyer mon soutien pour sa blessure et surtout un bon rétablissement. Bonne nouvelle, on a quand même le combat qui est maintenu et on a un combattant qui voulait le combat aussi. Ouais, donc comme tu l'as dit, une grosse pensée pour Ilyes. Il va traverser une période compliquée. La blessure, c'est compliqué, surtout que là, c'est une blessure qui va nécessiter une opération. Donc, ça va être une longue indisponibilité. Voilà, Ilyes, c'est quelqu'un qui a faim d'entraînement, qui a faim de victoire. Donc, ça va être une période difficile. Il va falloir que nous tous, en fait, qui sommes de son staff, l'accompagnent et qu'on l'attende pour son retour. Et voilà, on sera tous là pour fêter son retour. Et voilà, comme je lui ai dit au téléphone, en fait, c'est pas grave. On perd peut-être 6 mois, peut-être 9 mois, mais c'est pas grave. Dans 9 mois, ce sera une histoire ancienne. On revient et on fait le travail. Donc voilà, une grosse pensée pour Ilyes. Alors en fait, il s'est passé un mouvement absolument incroyable. Dans un premier temps, combat d'Amin Ayoub annulé. Je connais pas vraiment les raisons qui ont poussé son adversaire à annuler, mais voilà, l'adversaire d'Amin annule. Et 2 jours après, blessure d'Ilyes Djiroun. Donc du coup, on a Amin Ayoub à 70 kg qui est sans adversaire, et on a Damien Lapillus à 70 kg sans adversaire. Donc j'ai contacté immédiatement Monsieur Benjamin Sarfati, le matchmaker de la RES, en lui faisant cette proposition. Donc il a dit qu'il fallait qu'il réfléchisse. Et je crois que dans les 24 heures, en fait, le lendemain, j'ai reçu une confirmation comme quoi on faisait le combat. Ça va être un combat incroyable. Ça va être un combat incroyable. Les deux combattants se ressemblent. Ils sont tous les deux méchants. Ils sont tous les deux très forts debout. Ils sont tous les deux très athlétiques. Ça va être une grosse guerre. Ça va être une grosse guerre dans laquelle Amin va sortir gagnant. Mais ça va être une grosse guerre. J'avais donné son pronostic, il est tombé, nickel. Voilà. Et on va passer donc au combat, j'ai envie de dire que la France attend. Ouais. Abdul Abouragimov vs Karamoussou. Donc combat pour le titre des poids welter à la RES. Un petit mot déjà sur ces deux combattants. Pour rappeler, Abdul était manager avant à la Bulgarian Top Team. Et Karl Amoussou était manager à l'époque au MMA Factory. Absolument. Et en fait, ils ont fait chemin inverse. Aujourd'hui, Abdul est au MMA Factory et au Management Factory et Karl est à la BTT. Donc, ouais, c'est un sentiment particulier. Après, je n'avais pas envie de faire de ce combat, comment dirais-je, un règlement de compte, quelque chose de personnel. Je respecte beaucoup Abdul pour le combattant qu'il est. On a travaillé des années ensemble, on a travaillé très longtemps. Je pense qu'il n'y a rien de prétentieux si je dis que j'ai construit Abdul, avec évidemment l'aide de son coach, mais j'ai construit la carrière en fait. Après, son coach et Abdul ont performé, donc c'est eux qui ont fait le taf. Mais voilà, j'ai commencé à travailler avec Abdul à l'époque, il était à 2 ou 3-0, il me semble. Et on a travaillé ensemble jusqu'à 12-1. Donc pour le coup, voilà, il a fait 90% de ses combats avec moi. J'ai eu la chance de l'accompagner dans plusieurs combats. Il y a des fois où son coach ne pouvait pas. Donc du coup, c'est moi qui l'ai accompagné, qui ai fait la Fight Week avec, qui me suis entraîné avec, etc. Donc c'est quelqu'un que pour le coup, je connais très bien. Il a quitté la BTT, il est parti au Management Factory et Karl, dans l'autre sens, est venu à la BTT. Karl, qu'est-ce que je peux dire sur Karl? Karl, c'est un mec exceptionnel. On se connaît maintenant depuis presque 3 ans. C'est quelqu'un d'incroyable pour qui j'ai un profond respect par rapport à déjà sa carrière pour commencer. Moi, j'avais une vraie volonté de travailler avec Karl parce que pour moi, il était emblématique dans le paysage français de MMA. Moi, à l'époque, je me rappelle, je l'avais vu sur un. D'ailleurs, tu dois connaître ça, c'était pas très loin de chez toi, c'était le PFC à Marseille. Il avait combattu au PFC, t'imagines? Et moi, j'étais dans les tribunes, je n'étais même pas encore dans le MMA, t'imagines? Et en fait, je le voyais combattre et j'étais fan en fait de l'attitude du gars et de sa performance, etc.
Et quelques années plus tard, on travaille ensemble. Et en plus que de travailler ensemble, on est aussi amis dans la vie. On se connaît extrêmement bien. On se respecte beaucoup. Voilà, encore une fois, il n'y a rien de personnel dans ce combat. Il n'a pas été organisé dans ce sens-là, ni je pense du côté du Management Factory ou de Ares, mais c'est un choc. C'est un choc. En fait, je n'ai pas souvenir dans le MMA qu'on ait eu un tel choc franco-français. Donc là, on a les deux meilleurs Français qui s'affrontent. Écart générationnel. On a Karl qui représente l'ancienne école du MMA, la roublardise, le vice, la brutalité. Et on a Abdul qui est plutôt comment dirais-je, en technique, en fluidité. Donc ça va être très intéressant. Évidemment, pour moi, ça a une saveur toute particulière. Ça va être beaucoup de stress ce soir-là. Mais disons que mon taux de confiance a totalement changé. Je vois la préparation de Karl, je vois l'état dans lequel il est, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit dans certains choix qu'il a pris quant à son entourage, quant à son staff, sa team. Je suis gonflé à bloc en confiance et ce qui était pour moi à l'époque pas forcément une bonne idée, ce combat, aujourd'hui ça prend tout son sens et j'en peux plus en fait. J'ai hâte d'y être et la réponse c'est le 25 juin quoi. En plus, j'ai eu l'information que tu seras présent à l'ARES. Ouais, effectivement, je serai présent à l'ARES. C'était aussi la volonté de Karl, mais de toute façon, même sans sa demande, je ne pouvais pas louper ça. Ce sera un gros moment dans sa carrière et voilà, je veux partager ça avec lui. Donc, j'y serai, bien évidemment. Super. On va passer donc à la dernière partie de l'épisode, le retour des camps en Bulgarie. Dis-nous tout, Guillaume. Alors, là, en avant-première, je peux donc t'annoncer que le prochain camp de la BTT sera du 10 au 17 août 2022, donc de cette année, dans 2 mois. En fait, nous avons avancé la date du camp qui était normalement prévue au mois de septembre à cause de Monsieur Benoît Saint-Denis. C'est-à-dire que Benoît, en fait, lui, s'entraîne avec son coach au fitness park, etc. Et on connaît la difficulté au mois de juillet, au mois d'août de s'entraîner à Paris. Beaucoup de gars partent en vacances, etc. Donc, c'était plus facile pour eux de venir faire la prépa en Bulgarie. Donc, du coup, moi, de mon côté, je vais les accueillir beaucoup plus tôt en Bulgarie. Je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir les infrastructures, les sparring et la totale ici. Et juste derrière, on enchaîne avec le camp. Donc, du 10 au 17 août, prochaine saison du BTT Training Camp. Ça va se dérouler comme l'année dernière. On est ravis du résultat de l'année dernière, donc on ne peut pas changer quelque chose qui marche. 2 équipes. Je ne peux pas encore révéler le nom des coachs, même si je le connais. Mais on va, comment dirais-je, il faut y aller doucement en fait. Voilà, dans la vie, on va révéler les noms un tout petit peu plus tard. Et voilà, non, ça va être top. On va faire le même programme. On va faire le style de TUF, donc le TUA, de Ultimate Amateur. Donc à la fin, avec les combats entre Team Rouge et Team Bleu, et à la fin, à la clé, un contrat de management à la BTT. Et au niveau des combattants, est-ce que qui doivent participer justement à cette émission, à ce camp, est-ce que c'est déjà booké ou on peut s'inscrire encore? Ah non, là, ça vient juste d'être officialisé, en fait, tu vois. Là, c'est officiel depuis 1 heure. Je ne l'ai même pas mis sur les réseaux, en fait, je te le dis à toi en avant-première. Donc, bien évidemment, les liens d'inscription vont apparaître dans les prochains jours. Il va falloir faire vite parce que l'année dernière, il me semble qu'on a rempli 60 personnes en 15 jours. Donc, pour le coup, il faut vraiment aller très vite parce que l'objectif, ça n'est pas de faire de la quantité. En fait, je ne veux pas réunir 100 personnes, ça n'a aucun intérêt. Ce serait intéressant d'inviter un jour quelqu'un qui a participé au camp en tant qu'amateur. Bah, du coup, peut-être Alexandra Tekena ou Hugo Guillon qui pourront en parler. Le but, c'est vraiment d'avoir un nombre limité pour passer un maximum de temps avec eux, pour leur apprendre un petit peu les rouages du niveau professionnel. Et voilà, donc on veut vraiment limiter le nombre. Donc peut-être que le lien d'inscription va rester 1 semaine, peut-être 10 jours ou 15 jours maximum. Donc les gars, soyez prêts. Soyez rapides et allez sur les réseaux vite. On va... Pardon?
Ça arrive, ça arrive. Le lien arrive très, très, très bientôt. On va passer à la sphère nationale. On va mettre un petit mot sur l'UFC 275. Donc, est-ce que tu veux parler de quel combat t'as plu sur cette carte, Guillaume? Ouais, avec plaisir. Alors, je veux parler surtout d'un combat qui me tient à cœur parce que, comme j'ai dit, je suis très peu actif malheureusement sur YouTube parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je veux vraiment être concentré sur ce que je fais. Mais il y a un combat qui m'a scandalisé, c'est le combat entre Shevchenko et Santos. En fait, je ne sais pas si ça a fait polémique sur les réseaux ou est-ce que quelqu'un en a parlé. Je suis un peu, voilà, mais j'en parle. Pour moi, la décision est absolument scandaleuse. Je vois Santos prendre 3 reprises sans aucun problème. D'ailleurs, c'est une split decision, donc il y a un des juges qui donne Santos gagnante, tandis qu'un autre juge a donné 29-26, lui a donné qu'une seule reprise. Et en fait, j'étais choqué sur ça, et ça m'a amené à une conclusion que l'on connaît déjà. Tu sais, lorsque tu es le petit Français qui se déplace au Cage Warriors en Angleterre, malheureusement, on en a fait les frais avec Morgan. Quand tu vas à la décision, tu as peu de chance, quelle que soit la physionomie du combat, tu vois. Et ben en fait, on remarque qu'il n'y a pas besoin d'être dans une organisation dite moyenne pour que ça arrive, tu vois. Même à l'UFC, il y a parfois des décisions litigieuses. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé, mais moi, ça me paraît évident. Santos prend 3 reprises sur 5. Ben, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour une fois, j'ai vu Valentina Shevchenko en difficulté, ce qu'on n'avait pas vu dans ses précédents combats. Ouais. J'ai trouvé qu'elle avait apporté des nouvelles armes et elle l'a mise beaucoup en difficulté. Notamment, elle lui a pris le dos. Donc, pour moi, ces rounds-là étaient largement à l'avantage de Santos. Mais à la fin, la victoire donc, est remise à la championne. Après, je me dis, est-ce que c'était assez pour prendre le titre? C'est le problème, parce que les combats pour le titre, on sait qu'il faut mettre la manière. C'est un peu le problème. Le problème, c'est qu'en fait, cette phrase, on la sort quand ça nous arrange. Tu vois, par exemple, quand Morgan a perdu contre Vucenic, Morgan, lui, est le champion, tu vois. Et en fait, Vucenic, jamais il bat Morgan, tu vois, jamais il bat Morgan. Donc déjà, il le bat pas, et en plus, Morgan est champion. Et pourtant, on a donné la ceinture à Vucenic. Tu vois, donc en fait, cette phrase, parfois, elle prend tout son sens, et parfois pas du tout. Parce qu'en fait, si on respecte vraiment le comptage des points, tu sais, on compte reprise par reprise. C'est-à-dire que dès lors qu'une nouvelle reprise commence, on écarte la précédente et on s'en occupe plus. On a donné un vainqueur sur la reprise et ça s'est terminé ainsi, tu vois. Ben moi, je donne 3 reprises, Santos gagnante, tu vois. Donc pour moi, ça fait minimum 3-2. Pour moi, le 3-2, il est incontestable, tu vois. Il est absolument incontestable. Personne ne peut le remettre en question. Et pourtant, on a un juge qui donne... j'ai dit une bêtise tout à l'heure, je crois. J'ai dit 29-26. Non, c'est pas ça. C'était 49-46 vu que c'était en 5 reprises. Donc, on a un juge qui donne 49-46. C'est tout incompréhensible. Et du coup, à travers ça, je vais lancer encore un message à mes combattants. Les gars, n'allez pas à la décision. En fait, en gros, c'est pareil pour Karl, c'est pareil pour Amin qui va combattre là, c'est pareil pour Ibra qui va combattre. Je ne dis pas que Ares pourrait les voler, ça n'est pas du tout le sens de ma phrase. Je dis juste que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, la décision, ça reste un truc super aléatoire. Malheureusement, parfois, on a de très, très, très mauvaises surprises. Donc voilà. Il faut, en plus, le bonus à Ares, pour le coup, il a été mis vraiment en place pour ça, quoi, pour qu'il n'y ait pas de décision, pour qu'il n'y ait que du finish. Donc les gars, Karl, Ibra, Amin, finissez-moi ça alors. Finissez-moi ça, les gars. Et on va passer au prochain combat. Donc on avait Weili Zhang vs Joanna Jedrzejczyk. Je ne sais pas si tu as pu suivre ce combat. Alors déjà, félicitations à toi. Je trouve que tu as pris un gros risque. Moi, j'aurais dit juste Johanna, tu vois. Oui, bien sûr, j'ai suivi le combat. C'est compliqué, en fait, la Johanna. Moi, je vais juste dire Johanna. Johanna, elle m'a fait penser un petit peu à ce qu'a fait Alexander Gustafsson après une défaite qu'il avait pris, j'y étais ce jour-là, à Stockholm, en Suède, en jetant les gants par terre et en déclarant une retraite. Je trouve qu'une retraite, elle est dure et moche quand elle est prise de cette manière. Surtout que là, c'est un chaos qui est assez impressionnant. Je voudrais voir Johanna partir autrement, tu vois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très ami avec Daniel Warin,
qui a été dans la team de Johanna pendant le TOF. Elle était coach, elle, au TOF. Donc, elle a invité Daniel à venir dans sa team, qui était la team rouge, il me semble. Et en fait, Daniel me disait, elle a changé d'équipe sans raison apparente. À un moment, elle a changé d'équipe. Et il semblerait que ça ne lui a pas réussi parce que si je ne dis pas de bêtises, elle est sur 2 défaites consécutives et elle a changé d'équipe, je crois, il y a 2 ans. Donc tu vois, ah ouais, effectivement, là, je suis en train de regarder que sur les 7 derniers combats, elle a 2 victoires. T'imagines? Donc comme quoi, parfois, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, mais en fait, tant que ça marche, il faut continuer, en fait, tout simplement. Je ne dis pas que c'est la cause de son enchaînement de défaites, mais j'ai du mal à concevoir ça, tu sais, qu'on quitte une équipe quand on enchaîne les victoires, tu vois. Donc voilà, moi j'apprécie quand même beaucoup le profil de Johanna. Elle a apporté quelque chose de nouveau dans le MMA, tu vois. C'est une sale nana, quoi, tu vois. Elle est horrible cette nana, tu vois. Et mais on adore regarder. On a hâte de voir les face-off quand elle combat. On a hâte de voir, tu vois, tout ce qu'elle produit parce que c'est assez impressionnant. Mais on veut la voir partir autrement. On veut vraiment la voir partir autrement, quoi. Je te rejoins sur ce point, mais par contre, tu vois, lors justement de ce combat, de sa préparation, et je la suis aussi sur les réseaux, on sent qu'elle n'était pas impliquée. Comme Weili Zhang, déjà, elle n'était pas active, et il faut savoir qu'en dehors de la cage, c'est une businessman, enfin, c'est une business girl, pardon, cette femme, et qu'elle gère beaucoup de business, et que notamment, elle est plus autant impliquée qu'à l'époque où elle était notamment sur le TUF, où elle a fait ses guerres aussi face à Rose. Donc moi, j'avais vraiment peur pour elle. Mais ouais, c'est sûr que j'aurais aimé la voir partir sur une victoire. Après, aujourd'hui, c'est compliqué, je pense, pour elle de reprendre une victoire. Et c'est dommage. C'est les fins de carrière dont on n'aime pas trop voir, surtout pour des clientes, Ça rejoint un petit peu ce que tu dis, parce qu'en fait, je crois qu'elle a déclaré justement après son combat que c'était une businesswoman et qu'elle voulait se concentrer maintenant à ça, etc. Donc oui, tu as certainement raison. Après, je n'ai jamais eu à gérer ce cas de figure parce que je ne suis jamais devenu millionnaire grâce au MMA. Mais en fait, la question que je me pose, c'est que dès lors que le MMA en fait t'a mis à l'abri du besoin, toi et ta famille, pendant certaines générations, pour certaines générations à venir, est-ce que la motivation en fait est la même que lorsque tu crevais la dalle et que tu dormais dans un clic-clac en fait? Il y a peut-être aussi ce cas de figure à prendre en compte. Donc j'espère que je pourrai te répondre à cette question dans quelques années avec Benoît Saint-Denis. Je pourrais te dire s'il a toujours autant la dalle ou pas. Mais c'est un sujet sincèrement qui m'intéresse. Est-ce que quand on devient Conor McGregor et qu'on s'achète le dernier yacht Lamborghini et qu'on s'en va retourner la ville de Cannes, est-ce qu'on a toujours autant la dalle que lorsqu'on mangeait un peu de beurre sur une tranche de pain, quoi? ouais, C'est intéressant. Et qu'il avait du mal à payer les factures, c'est sûr. Mais après, je pense que ces gens-là restent quand même des passionnés du sport et qu'il y a quand même ce côté-là. Je pense que c'est le côté passion. C'est toujours à eux, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils y retournent. Mais quelle est ta réaction quand tu te lèves le matin à 7 heures pour aller t'entraîner une fois que tu as accompli tellement de choses et tu vois, une fois que tu as tout vu dans le MMA? Et j'espère que je pourrai te répondre à cette question dans quelques années, comme je t'ai dit. Donc, dans 10 ans encore. J'espère aussi. Et du coup, un petit mot sur le main event, combat, j'ai envie de dire légendaire, qui va rentrer sûrement dans le Hall of Fame pour les légendes. D'ailleurs, justement, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'aurais aimé que Glover, après ce combat, pose les gants. Tu vois? Ouais, je comprends. Et je partage ton avis. Glover, que j'ai eu la chance de rencontrer du coup sur l'UFC pour le premier combat de Benoît Saint-Denis à Abu Dhabi, parce que justement Daniel Warren connaît très très bien Glover Teixeira. Excellent combattant. Sincèrement, il y a quelques années, quand il a perdu contre Gustafsson, je n'aurais jamais pensé qu'on le verrait quelques années plus tard à ce niveau-là, champion de l'UFC. Il a fait encore une grosse performance, mais Glover, il prend beaucoup de coups. Il prend beaucoup de coups. Et c'est inquiétant. Tu sais, quand on connaît les conséquences de prendre autant de coups. Je crois qu'il a 42 ans, il me semble. Donc ça doit faire le gars
22 ans qu'il est dans le MMA, ou peut-être même 25, je pense qu'il arrive un moment où il faut savoir effectivement raccrocher les gants. Alors par contre, pour rebondir sur le combat dans son ensemble, en fait, grosse surprise de Jiri. J'ai moi vu plein de failles dans son jeu en fin de compte, chose qu'on n'avait pas vue précédemment. Il y a personne qui avait mis jusqu'à présent vraiment Prokaska, parce que nous on dit comme ça en Bulgarie, Prokaska, en danger, en difficulté. Et là pour le coup, je l'ai vraiment senti en difficulté. J'ai vraiment vu des failles dans son jeu. Son sol, malgré que le sol de Glover est excellent, bah, malgré ça, le sol de Jiri est encore à travailler. Et surtout, en fait, ce qu'on adore chez Jiri, le fait qu'il ait les mains basses, qu'il soit nonchalant, bah, c'est aussi ce qui va un jour causer sa perte. Donc, tu vois, il y a ça aussi à régler, en fait. Son côté un peu provocateur, un peu, tu vois, illisible, etc. C'est bien, sauf que quand ça passe pas, quoi. Tu l'as vu la dernière reprise, il a pris des coups qui étaient durs. Jiri, il a pris des coups très, très durs. Donc, ces fameuses mains basses, c'est beau à voir, mais ça va lui coûter cher un jour. Ça va lui coûter très, très cher. Et je suis très inquiet quant au fait qu'il puisse garder la ceinture très longtemps, finalement. Ouais, surtout dans cette catégorie de poids. Mais je te rejoins sur ce que tu dis. C'est clair que la dernière reprise, quand il s'est fait toucher, je ne pensais vraiment pas qu'il allait pouvoir, une minute après, soumettre Glover, parce qu'il s'est vraiment fait connecter. Mais c'est la première fois qu'on le voit autant en difficulté. Bon, avant, c'était des combats en 3 rounds, mais quand même, très, très gros, très, très bon combattant. Il arrive en 3 combats à l'UFC, il prend la ceinture. Je veux dire, ça, actuellement, on est dans le présent, donc on ne se rend pas vraiment compte. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est gigantesque. Il est déjà comparé à John Jones par certains médias. Donc, pour dire à quel point on commence à le mettre sur un piédestal. 29 ans, il fait partie des plus jeunes champions actuels. C'est sympa parce qu'il a pris la ceinture aux plus anciens, aux plus vieux. Et lui, mais pour le coup, pour te rejoindre, ouais, je suis très inquiet quant au fait qu'il puisse rester champion très longtemps. Et je te dis vraiment avec certitude, aujourd'hui, sa façon de combattre, s'il devait justement prendre la personne à qui on le compare, à John Jones, il ne survivrait pas. Il ne peut pas survivre en combattant ainsi contre John Jones. John Jones serait bien au-dessus. Bien au-dessus. John Jones, il est beaucoup plus dur. En fait, il est dans le même style, John Jones, sauf qu'il frappe beaucoup plus fort. Il est plus athlétique et il a surtout une lutte qui est bien meilleure que celle de Jiri, pour le coup. Moi, qui m'a déçu. Alors, en tant que fan de MMA, le combat il était exceptionnel. Hein. C'était génial à regarder. Mais je n'aurais pas du tout pronostiqué ça. Tu vois, moi, je pensais, en toute franchise, Jiri gagnant TKO 3e reprise. Voilà, c'est ce que je m'étais dit, tu vois. Je m'étais dit, il va le cogner au fur et à mesure, tu vois, jusqu'à un moment où Glover ne pourra plus encaisser, et voilà, ça va se terminer ainsi. Mais là, on a vu des failles. Donc, à suivre. Mais il se peut qu'il perde sa ceinture. Super. Eh ben, on a fait le tour sur l'ensemble de l'actualité. Guillaume, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du JDF. Avec grand plaisir. Merci à toi. C'était vraiment cool d'être ici. On remet ça quand tu veux. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets dans lesquels vous voulez qu'on parle avec Guillaume. On se ferait un plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas, mettez des commentaires et à bientôt pour le prochain épisode du JDF. Merci beaucoup, Kevin. Merci.